Le brouillard matinal s'accrochait au toit de Lyon comme une couverture grise, transformant les lumières des réverbères en halos flous qui dansaient dans l'air humide de ce mardi de novembre. Le commandant Marc Dubois ajusta son écharpe en laine noire, tout en gravissant les marches du commissariat de la Part-Dieu, ses pas résonnant sur le béton mouillé. À 45 ans, Marc portait sur son visage les stigmates de 20 années passées à résoudre des affaires de personnes disparues, chaque ride témoignant d'une enquête non résolue, chaque cheveu gris rappelant une famille brisée par l'absence. « Bonjour, commandant », lança Sophie Martineau depuis l'accueil, ses doigts pianotant déjà sur son clavier. « Vous avez un visiteur qui attend depuis 7 heures du matin. Un jeune homme. Il dit que c'est urgent et qu'il ne parlera qu'à vous. Il a l'air, comment dire, bouleversé. » Marc fronça les sourcils, déposant son café fumant sur le comptoir. Dans son métier, les visites matinales urgentes n'apportaient rarement de bonnes nouvelles. Il a donné son nom, Théo Moreau. Il travaille apparemment dans le social, aux Minguettes. Il n'a pas voulu expliquer de quoi il s'agissait, mais il a mentionné quelque chose à propos d'une affaire ancienne qui vous concerne personnellement. Le cœur de Marc se serra légèrement. Les affaires personnelles dans son travail avaient tendance à rouvrir des blessures qu'il préférait garder fermées. Il récupéra son café et se dirigea vers son bureau, traversant le couloir au néon blafard, où l'odeur de désinfectant se mélangeait à celle du café réchauffé et des dossiers poussiéreux. Théo Moreau était assis dans le fauteuil face au bureau de Marc, ses mains nerveuses tripotant une enveloppe Kraft usée. Grand et mince, la vingtaine avancée, il portait un pull en laine gris et un jean délavé qui témoignait d'une vie modeste mais soignée. Ses yeux verts trahissaient une intelligence vive mêlée d'une inquiétude profonde. Quand Marc entra, Théo se leva d'un bond comme mu par un ressort. « Commandant Dubois, je suis Théo Moreau. Merci de me recevoir si tôt. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai des informations qui vont certainement changer votre vie. » Marc s'installa dans son fauteuil de cuir usé, étudiant le jeune homme avec l'œil exercé d'un enquêteur. « Asseyez-vous, monsieur Moreau. Expliquez-moi ce qui vous amène. Sophie m'a dit que vous travaillez dans le social ? » « Oui, je suis éducateur spécialisé aux Minguettes depuis 3 ans. Je m'occupe principalement des personnes âgées en situation précaire, souvent des sans-abri ou des gens qui ont perdu la mémoire. » Théo marqua une pause, ses doigts se resserrant sur l'enveloppe. « C'est justement dans ce cadre que j'ai rencontré quelqu'un qui... »« Commandant, est-ce que votre père s'appelait Henri Dubois ?» La question frappa Marc comme un coup de poing dans l'estomac. Il sentit ses mains se crisper autour de sa tasse de café, la porcelaine chaude devenant soudain brûlante contre ses paumes. « Pourquoi me demandez-vous cela ? Parce que je pense que je l'ai trouvé. » Les mots de Théo tombèrent dans le silence du bureau comme des pierres dans un puits. Il y a 6 mois, on m'a signalé un homme âgé d'environ 70 ans, retrouvé errant dans le quartier de Guerlain. Aucun papier d'identité, aucun souvenir de son passé. Les services sociaux l'ont placé dans un foyer d'accueil temporaire où je le suis régulièrement. Il souffre de démence, mais Marc avait cessé de respirer. 23 ans. 23 longues années depuis que son père avait quitté leur petit appartement de la Croix-Rousse un matin de décembre, laissant seulement un mot « Je dois partir. Ne me cherche pas. Je t'aime. » Marc avait alors 22 ans, étudiant en droit, et cette disparition avait orienté toute sa carrière vers la recherche des personnes disparues, transformant sa douleur personnelle en mission professionnelle. « Continuez », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Théo ouvrit l'enveloppe avec des gestes précautionneux et en sortit une série de photographies. Ces dernières semaines, il a commencé à avoir des moments de lucidité. Il parle parfois d'un fils, d'un commandant. Il répète souvent le nom Marc et mentionne la gendarmerie. Mais ce qui m'a vraiment alerté, il tendit une photo à Marc. Il avait cela cousu dans la doublure de sa veste. Marc prit la photo d'une main tremblante. C'était un cliché en noir et blanc jauni par le temps qui le montrait enfant, peut-être 6 ou 7 ans, assis sur les épaules d'un homme souriant devant la basilique de Fourvière. Au dos, d'une écriture qu'il reconnut immédiatement, était inscrit « Marc et papa, Lyon 1982 ». Les années s'effacèrent d'un coup. Marc se revit enfant, se promenant avec son père dans les traboules du vieux Lyon, écoutant ses histoires sur la résistance, sur ces hommes courageux qui avaient risqué leur vie pour la liberté. Henri Dubois n'avait jamais vraiment raconté son propre rôle dans cette période, restant évasif quand Marc posait des questions, changeant de sujet avec un sourire triste qui, maintenant, prenait tout son sens. « Où est-il » La voix de Marc était devenue rauque, chargée d'émotions longtemps contenues. « Au foyer Saint-Vincent dans le 7e arrondissement. Mais commandant, il faut que vous sachiez, son état est très fragile. La démence progresse rapidement. Certains jours,
Il ne reconnaît personne. D'autres, comme hier, il semble presque normal, mais il parle de choses étranges, de secrets qui doivent mourir avec lui, de choix impossibles. Les médecins pensent qu'il n'a plus beaucoup de temps avant que Théo ne termina pas sa phrase. Marc se leva brusquement, faisant tomber sa chaise. La photo tremblait dans sa main comme une feuille d'automne. Toutes ces années de recherche, d'enquêtes menées sur d'autres familles à briser, et son propre père était là, à quelques kilomètres, vivant sous un autre nom dans un foyer. Il pensa à Emma, sa fille, qui n'avait jamais connu son grand-père et qui avait grandi avec l'image d'un homme mystérieux, presque mythique. Pourquoi venir me voir maintenant? Pourquoi ne pas avoir contacté les services sociaux directement? Théo se leva à son tour, le regard intense. Parce que hier, quand je lui ai parlé, il a eu un moment de parfaite lucidité. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il faut que tu trouves mon fils Marc. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que j'ai fait ce que je devais faire pour le protéger, lui et tous les autres. Mais maintenant, je suis fatigué de porter ce poids tout seul. » Puis il a pleuré, commandant. Un vieil homme fier qui pleurait comme un enfant. Marc ferma les yeux, submergé par un mélange de colère, de soulagement et de tristesse. 23 ans de questions sans réponse. 23 ans à imaginer le pire, à construire sa vie autour d'un vide béant. Et maintenant, cette révélation qui changeait tout. « Je veux le voir », dit-il finalement, sa voix retrouvant sa fermeté habituelle. « Maintenant. Charles est ton père, perdu depuis des années », répéta Théo doucement. Et Marc comprit que ces mots résonnaient comme une clé qui ouvrait une porte fermée depuis trop longtemps. Une porte derrière laquelle se cachaient peut-être enfin les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Le trajet jusqu'au foyer Saint-Vincent se déroula dans un silence pesant, seulement ponctué par le ronronnement du moteur de la Peugeot de Marc et le cliquetis rythmé des essuie-glaces contre le pare-brise embué. Lyon défilait derrière les vitres comme un film au ralenti. Les façades haussmanniennes du 6e arrondissement, les platanes dénudés du cours Gambetta, les vitrines des boulangeries où s'alignaient les croissants dorés pour les clients matinaux. Théo était assis sur le siège passager, jetant de temps en temps des regards inquiets vers Marc, dont les mains serraient le volant avec une tension visible. « Commandant », finit par dire Théo alors qu'ils approchèrent de la place Jean Massé, « il faut que vous sachiez que votre père, Henri, ne ressemble peut-être plus à l'homme que vous avez connu. La maladie l'a changé, physiquement, mais aussi. Je sais ce que fait la démence. » Coupa Marc, sa voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. J'ai travaillé sur assez d'affaires de personnes âgées disparues pour comprendre. Il marqua une pause, adoucissant son ton. Excusez-moi, c'est juste que 23 ans, vous comprenez? 23 ans à me demander s'il était mort, s'il avait choisi de partir, s'il avait eu un accident. Et maintenant, le foyer Saint-Vincent était un bâtiment moderne en briques rouges, entouré d'un petit jardin où quelques résidents emmitouflés dans des couvertures prenaient l'air malgré le froid de novembre. Une odeur de désinfectant mélangée à celle du café et des médicaments accueillit Marc et Théo dans le hall d'entrée, où une réceptionniste aux cheveux gris leur sourit avec une bienveillance professionnelle. « Bonjour Théo », dit-elle chaleureusement. « Monsieur Henri va mieux aujourd'hui. Il a même pris son petit déjeuner complet ce matin, ce qui ne lui était pas arrivé depuis une semaine. » Marc sentit son cœur s'accélérer. Monsieur Henri. Son père vivait ici sous ce prénom tronqué, réduit à une identité de circonstance dans un lieu qui sentait la fin de vie et les rêves oubliés. Théo posa sa main sur l'épaule de Marc, un geste simple mais réconfortant, qui rappelait au commandant qu'il n'était plus seul dans cette épreuve. « Madame Roussel, je vous présente Marc Dubois. C'est le fils d'Henri. » Les yeux de la réceptionniste s'élargirent de surprise, puis de compréhension émue. « Oh mon Dieu, après toutes ces années... » Henri parlait parfois d'un fils, mais nous pensions que... Suivez-moi, il est dans le salon de lecture. Il aime regarder les livres, même s'il ne lit plus vraiment. Ils traversèrent un couloir aux murs orné de peintures amateurs réalisées par les résidents. Des paysages aux couleurs vives qui tentèrent de réchauffer l'atmosphère institutionnelle. Marc observait chaque détail, chaque visage croisé, comme s'il cherchait déjà des traces de son père dans cet environnement étranger. Dans sa poche, son téléphone portable vibra. Un message d'Emma, sa fille. « Papa, n'oublie pas mon contrôle d'histoire ce soir. Tu m'avais promis de m'aider à réviser la résistance. Bisous. » L'ironie de la situation le frappa comme une gifle. Voilà des mois qu'Emma préparait un exposé sur les résistants lyonnais, et lui, son père, n'avait jamais fait le lien avec l'histoire familiale. Henri Dubois, l'homme qui racontait des histoires de guerre à son fils sans jamais révéler son propre rôle, allait peut-être enfin livrer ses secrets. Il est là.
murmura Madame Roussel en s'arrêtant devant la porte vitrée du salon. Marc regarda à travers le verre et son souffle se coupa. Assis dans un fauteuil près de la fenêtre, un homme aux cheveux blancs clairsemés feuilletait machinalement un livre d'art. Il portait un pull en laine bleu marine et un pantalon de velours côtelé, des vêtements qui lui donnèrent l'apparence d'un grand-père bienveillant. Mais Marc reconnut immédiatement la ligne droite des épaules, la forme particulière des mains, ce geste familier de passer la main dans les cheveux quand il réfléchissait. « Papa », murmura-t-il, et le mot résonna étrangement dans sa bouche après tant d'années de silence. Henri Dubois leva la tête, comme s'il avait entendu quelque chose. Ses yeux bleus, un peu voilés par l'âge mais encore perçants, balayèrent la pièce avant de se poser sur la porte vitrée. Quand son regard croisa celui de Marc, il y eut un instant de suspension, un moment où le temps sembla s'arrêter. Marc entra lentement dans la pièce, Théo restant en retrait près de la porte. Henri continua de le fixer, son expression passant de la confusion à une reconnaissance progressive qui illumina son visage ridé. « Marc ?» Sa voix était plus faible qu'autrefois, mais c'était bien celle que Marc avait gardée en mémoire. « Mon petit Marc ? Mais tu es devenu si grand. Bonjour, papa. » Marc s'approcha prudemment, comme on approche un animal blessé. « Comment vas-tu » Henri posa son livre et tendit ses mains vers son fils, des mains marquées par l'âge mais qui tremblèrent d'émotion plus que de maladie. « Je pensais que je rêvais. Toutes ces nuits où je te voyais en uniforme, où je t'entendais m'appeler. Les infirmières disaient que c'était la maladie. Mais tu es vraiment là ?» Marc prit les mains de son père entre les siennes, surpris par leur froideur et leur fragilité. « Je suis là, papa. Je suis là. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur le visage d'Henri, creusant des sillons sur ses joues creuses. « Mon Dieu, Marc, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de choses à expliquer, mais je ne sais pas si ma tête va tenir le coup. Parfois je ne me souviens plus de rien. Parfois je ne sais même plus qui je suis. Pourquoi, papa? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi m'avoir laissé sans explication? » Les questions se bousculaient, 23 ans de frustration et de douleur remontant à la surface. Henri ferma les yeux, son visage se contractant comme sous l'effet d'une douleur physique. « J'ai voulu te protéger, Marc. Te protéger de ce que j'avais fait, de ce que j'étais. Pendant la guerre, après la guerre, il y a eu des choses, des choix. » Sa voix se brisa. « Je n'étais pas l'homme que tu croyais. Je n'étais pas le père que tu méritais. Mais j'étais ton fils. J'avais le droit de savoir. J'avais le droit de choisir. » Henri ouvrit les yeux et regarda Marc avec une intensité soudaine, comme si un voile s'était levé dans son esprit. « Tu as eu une fille ?» La question surprit Marc. « Oui, Emma. Elle a 16 ans maintenant. Elle aurait aimé te connaître. » Un sourire triste étira les lèvres d'Henri. « Emma, c'est un joli prénom. Elle ressemble à sa mère, à ta Marie ?» Le fait que son père se souvienne du prénom de sa défunte épouse bouleversa Marc. « Tu sais pour Marie, je n'ai jamais cessé de vous suivre de loin, Marc. Jamais, même si je ne pouvais pas, si je n'avais pas le droit de... » Henri secoua la tête, l'air soudain confus. « Où suis-je? Qui est ce jeune homme ?» Théo s'approcha doucement. « Je suis Théo, monsieur Henri. Nous nous connaissons. Je viens vous voir chaque semaine. » Théo. « Oui, Théo. Tu es celui qui écoute mes histoires. Celui qui ne me juge pas quand je parle d'eux. » Henri s'interrompit, regardant à nouveau Marc avec méfiance. « Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi pleurez-vous » Le cœur de Marc se serra. La lucidité de son père s'estompait déjà, comme une marée qui se retire. « Je suis Marc, papa, ton fils. » Mais Henri avait détourné le regard, perdu à nouveau dans les méandres de sa mémoire défaillante, laissant Marc face au terrible constat que retrouver son père ne signifiait pas nécessairement le récupérer. La soirée était tombée sur Lyon comme un rideau de velours noir, transformant les lumières de la ville en constellations scintillantes, vues depuis la fenêtre du salon des Dubois. Marc était assis à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidie devant lui, fixant les devoirs d'Emma éparpillés sur le bois clair, des photocopies de documents historiques, des photos en noir et blanc de résistants, des cartes du maquis du Vercors. L'ironie de la situation le frappait une fois de plus avec une intensité douloureuse. « Papa, tu vas bien? Tu n'as presque pas touché ton dîner. » Emma entra dans la cuisine, ses longs cheveux bruns attachés en queue de cheval, portant un pyjama à rayures et des chaussons en forme de chat, vestige de son enfance qu'elle refusait d'abandonner. À 16 ans, elle avait hérité de l'intelligence perçante de son père et de la douceur de sa mère Marie, créant un mélange harmonieux qui rappelait constamment à Marc tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il avait encore à protéger. « Je réfléchis, ma chérie.
Cette histoire de résistance que tu étudies? Raconte-moi ce que tu as appris sur les réseaux lyonnais. Emma s'assit en face de lui, ses yeux verts brillant d'enthousiasme. Oh, c'est fascinant. Lyon était un centre névralgique de la résistance. Il y avait plusieurs réseaux. Combat, franc-tireur, Libération Sud. Ils avaient des codes, des planques, des filières d'évasion pour les aviateurs alliés et les juifs. Mais papa, ce qui est incroyable, c'est que beaucoup de résistants ont gardé leurs secrets jusqu'à leur mort. Même leur propre famille ne savait rien de leurs activités. Marc sentit sa gorge se serrer. Pourquoi, à ton avis? Mon professeur dit que c'était pour protéger leurs proches. Si on ne savait rien, on ne risquait pas d'être torturé pour parler. Mais aussi, Emma hésita, cherchant ses mots. Aussi parce que certains ont dû faire des choses terribles pour survivre et résister. Des choix impossibles. Dénoncer un traître, même si c'était un ami. Laisser mourir quelques personnes pour en sauver beaucoup d'autres. Ce genre de décision qui marque une âme pour toujours. Les mots de sa fille résonnèrent dans l'esprit de Marc comme un écho des paroles confuses d'Henri. Des choix impossibles. C'étaient exactement les termes que son père avait utilisés. Marc prit son téléphone et composa le numéro de Théo. « Bonsoir, commandant », répondit immédiatement la voix du jeune homme. « Comment allez-vous après cette journée ? Théo, il faut que nous parlions. Demain matin, j'ai besoin de savoir tout ce que mon père vous a raconté sur son passé, sur la guerre. Chaque détail, même ceux qui vous ont paru insignifiants. D'accord, retrouvons-nous au foyer vers 9h. Henri est généralement plus lucide en matinée. Et commandant, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. En fouillant dans les affaires qu'il avait sur lui quand on l'a trouvé, j'ai découvert un autre objet cousu dans sa veste. Une médaille. Je n'y avais pas prêté attention au début, mais... Quelle médaille? La médaille de la résistance. Avec un nom gravé au dos. Henri Dubois, Réseau Combat, Lyon 1943-1945. Marc ferma les yeux. Son père n'était donc pas seulement un sympathisant de la résistance comme il l'avait toujours laissé entendre, mais un véritable combattant de l'ombre. À demain, Théo. Et merci pour tout. Après avoir raccroché, Marc resta un moment silencieux, observant Emma qui continuait de réviser, inconsciente du fait que l'histoire qu'elle étudiait était aussi la sienne. Comment lui annoncer qu'elle avait un grand-père vivant? Comment lui expliquer les 23 années de mensonges par omission? Emma, dit-il finalement, si tu apprenais qu'un membre de notre famille avait été résistant, qu'est-ce que tu ressentirais? Les yeux de sa fille s'illuminèrent. Ce serait incroyable. Imagine, avoir un héros dans sa propre famille. Quelqu'un qui a risqué sa vie pour la liberté, pour sauver des gens. Pourquoi tu me demandes ça? Elle marqua une pause, son regard devenant plus perçant. Papa, tu sais quelque chose sur grand-père Henri, n'est-ce pas? Marc hésita. Emma avait toujours été intuitive, capable de lire entre les lignes avec une facilité déconcertante. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu es bizarre depuis ce matin. Tu as les yeux rouges, tu ne manges pas, et maintenant tu me poses des questions sur la résistance, alors que tu m'aides rarement avec mes devoirs d'histoire. Elle se pencha vers lui. En plus, grand-maman Marie m'avait dit une fois que grand-père Henri avait disparu quand tu avais mon âge, mais qu'elle était sûre qu'il était quelque part, qu'il pensait à nous. Elle disait qu'elle le sentait. Les paroles de sa belle-mère décédée frappèrent Marc comme une révélation. Marie avait toujours eu cette intuition maternelle particulière, cette capacité à sentir les choses que la raison ne pouvait expliquer. Peut-être avait-elle eu raison tout ce temps. Emma, il faut que je te dise quelque chose d'important, quelque chose qui va peut-être changer notre vie. Emma posa son stylo et regarda son père avec sérieux, sentant la gravité du moment. Je t'écoute, papa. Ton grand-père, Henri, il n'est pas mort. Je l'ai vu aujourd'hui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma cligna des yeux plusieurs fois comme si elle essayait de traiter l'information. Il est vivant? Mais où? Pourquoi il n'est jamais venu nous voir? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Marc prit les mains de sa fille dans les siennes, comme il l'avait fait quelques heures plus tôt avec celles de son père. Il est dans un foyer spécialisé. Il souffre de démence. Et pour le pourquoi, c'est compliqué, ma chérie. Il semble qu'il ait gardé des secrets sur son passé pendant la guerre, des secrets qui l'ont poussé à s'éloigner de nous pour nous protéger. Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Il était résistant? Vraiment? Je crois que oui. Et je crois que demain, nous allons enfin comprendre pourquoi il a disparu de nos vies. Emma se leva brusquement et se dirigea vers sa chambre, laissant Marc inquiet de sa réaction. Mais elle revint quelques minutes plus tard avec son appareil photo numérique, celui qu'elle utilisait pour ses projets artistiques au lycée. « Je veux le rencontrer », dit-elle avec une détermination qui rappelait à Marc sa propre obstination.
Je veux l'entendre me raconter son histoire, et je veux tout documenter au cas où sa mémoire s'effacerait complètement. Marc sourit pour la première fois de la journée. Sa fille avait cette capacité remarquable à transformer la douleur en action positive, à voir dans chaque épreuve une opportunité de grandir et de comprendre. D'accord, nous irons le voir ensemble demain après-midi. Mais Emma, il faut que tu saches qu'il n'est plus l'homme qu'il était. La maladie, je sais papa, mais il reste mon grand-père. Et après toutes ces années à étudier l'histoire des autres, j'ai enfin l'occasion d'apprendre la mienne. Cette nuit-là, Marc ne dormit pas. Allongé dans son lit, il regardait les ombres des branches d'arbres danser sur le plafond, projetées par les réverbères de la rue. Dans quelques heures, il retournerait voir son père, mais cette fois accompagné d'Emma. 3 générations réunies après tant d'années de séparation. 3 générations liées par un secret qui avait façonné leur destin sans qu'ils le sachent. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil percèrent les volets, Marc était déjà debout, préparant le café et regardant sa ville s'éveiller. Lyon avait gardé tant de secrets dans ses pierres anciennes, dans ses traboules mystérieuses. Aujourd'hui, elle allait peut-être livrer celui qui comptait le plus pour lui. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux de dentelle du salon du foyer Saint-Vincent, créant des motifs dorés sur le visage d'Henri Dubois. Il était assis dans son fauteuil habituel, mais quelque chose avait changé dans son regard. Une clarté inhabituelle, comme si les brumes de la démence s'étaient temporairement dissipées pour laisser place à l'homme qu'il avait été. Marc, Emma et Théo l'entouraient dans un cercle silencieux, attendant que la vérité longtemps enfouie remonte enfin à la surface. Emma tenait son appareil photo, mais ses mains tremblaient légèrement. Voir son grand-père pour la première fois, cet homme dont elle avait rêvé pendant 16 ans, était plus bouleversant qu'elle ne l'avait imaginé. Henri la regardait avec une tendresse infinie, comme s'il retrouvait dans ses traits ceux de toutes les femmes qu'il avait aimées. « Tu ressembles à ta grand-mère », murmura-t-il d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Madeleine, ma Madeleine. » Elle avait tes yeux verts, cette même façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. « Grand-père, » dit doucement Emma, « je voudrais connaître votre histoire. Papa m'a dit que vous aviez été résistant. » Henri ferma les yeux, et pendant un moment, Marc craignit que la lucidité ne s'évapore déjà. Mais quand son père les rouvrit, il brillait d'une détermination que Marc n'avait pas vue depuis l'enfance. Résistant. Henri goûta le mot comme un vin amer. Oui, je suppose que c'est ce que j'étais, mais pas le héros que tu imagines, ma petite fille. Pas le héros que ton père méritait d'avoir comme père. Marc se pencha vers lui. Papa, raconte-nous. Nous sommes prêts à entendre la vérité, quelle qu'elle soit. Henri regarda longuement ses mains ridées, ses mains qui avaient porté tant de secrets. 1943. J'avais 20 ans, l'âge de ton Emma aujourd'hui, Marc. Lyon était occupé, et la résistance recrutait. J'ai rejoint le réseau Combat, dirigé par Henri Frenet. On m'a donné le nom de code Corbeau. Il sourit amèrement. Ironique, n'est-ce pas? Les corbeaux sont des charognards. Théo sortit discrètement un carnet, prenant des notes avec l'autorisation silencieuse d'Henri. Cette histoire devait être préservée pour Emma, pour Marc, pour tous ceux qui viendraient après. Au début, c'était romantique, continua Henri. Porter des messages, aider des aviateurs alliés à s'évader, distribuer des journaux clandestins. Je me croyais dans un roman d'aventure. Mais en 1944, tout a changé. La Gestapo avait infiltré notre réseau. Il y avait un traître parmi nous, et les arrestations se multipliaient. Emma prit une photo d'Henri racontant son histoire, capturant ce moment unique où le passé reprenait vie dans la voix d'un vieil homme fragile. Ils ont arrêté André Salmon, notre chef de cellule, un homme bon, père de 3 enfants. La Gestapo l'a torturé pendant des jours à l'hôtel Terminus près de la gare de Perrache. La voix d'Henri se brisa légèrement. Nous savions qu'il finirait par parler. Tout le monde finit par parler sous la torture. Il fallait l'empêcher de révéler les noms de nos familles, les adresses de nos planques. Marc sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. Il commençait à comprendre où menait cette histoire. Le réseau m'a confié une mission, poursuivit Henri, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà de la fenêtre. Éliminer André avant qu'il ne parle. Éliminer mon ami, mon frère d'armes, pour sauver 50 autres personnes. Ils m'ont dit que c'était pour le bien de la France, pour la liberté, que l'histoire me pardonnerait. Emma avait cessé de photographier, l'appareil pendant au bout de ses mains. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Henri la regarda droit dans les yeux, et Marc il eut une douleur qui avait traversé les décennies sans s'atténuer. « J'ai accepté la mission. J'ai infiltré la prison grâce à un gardien sympathisant. Et j'ai empoisonné André avec une capsule de cyanure.
Il est mort en me serrant la main, en me disant qu'il comprenait, qu'il me pardonnait. Le silence qui s'abattit sur la pièce était si lourd qu'on entendait seulement le tic-tac de la pendule murale et la respiration difficile d'Henri. Emma avait les larmes aux yeux, non pas de dégoût mais de compassion pour ce vieil homme qui avait porté ce fardeau pendant plus de 60 ans. Après la guerre, continua Henri d'une voix de plus en plus faible, les héros sont rentrés chez eux avec leurs médailles et leurs décorations. Moi, je suis rentré avec le visage d'André qui me hantait chaque nuit. J'ai essayé de vivre normalement. J'ai épousé ta grand-mère. J'ai eu ton père. Mais le poids du secret était trop lourd. Marc prit la main de son père. Tu aurais pu nous en parler. Nous aurions compris. Non, Marc. Tu avais 22 ans. Tu étudiais le droit. Tu croyais en la justice, en la différence entre le bien et le mal. Comment t'expliquer que ton père avait tué son propre ami? Comment te dire que parfois, pour sauver des vies, il faut en sacrifier d'autres? Henri secoua la tête. Et puis en 1985, j'ai reçu une lettre. Théo leva les yeux de son carnet. Une lettre de la veuve d'André, Marguerite Salmon. Elle avait découvert la vérité dans les archives de la Résistance. Elle me disait qu'elle savait ce que j'avais fait et qu'elle me pardonnait, que son mari lui avait parlé de moi dans ses dernières lettres de prison, qu'il avait deviné ce qui allait arriver et qu'il l'acceptait. Mais elle ajoutait quelque chose qui m'a brisé. Mes enfants ne doivent jamais savoir comment leur père est mort. Gardez ce secret, Henri. Portez-le pour nous deux. Emma essuya ses larmes avec le dos de sa main. Et vous avez disparu pour protéger son secret? Et le vôtre. Si l'histoire sortait, cela retomberait sur vous, sur Marc, sur votre famille. Je ne pouvais pas vous imposer ce fardeau. Henri regarda son fils avec une tendresse infinie. Alors j'ai choisi de disparaître, de vivre dans l'anonymat. J'ai changé de nom, j'ai erré de ville en ville, travaillant au noir, évitant tout contact avec mon passé, jusqu'à ce que la maladie me rattrape et que je perde même le contrôle de mon secret. Marc serra plus fort la main de son père. « Papa, tu as fait ce que tu pensais être juste à l'époque. La guerre transforme les hommes. Elle les place face à des choix impossibles. Tu as sauvé 50 vies en sacrifiant la tienne et celle d'André. C'est le prix de la liberté. » Henri sourit à travers ses larmes. « Tu parles comme ta mère. Elle aussi voyait toujours le bon côté des choses. » Emma s'approcha de son grand-père et posa sa main sur son épaule. « Grand-père Henri, vous avez porté ce secret trop longtemps. Maintenant, nous le portons avec vous. Et nous ne le voyons pas comme une honte, mais comme le sacrifice d'un homme qui a choisi de sauver des vies au prix de sa propre paix. Cette histoire, dit Marc en regardant tour à tour son père et sa fille, reste entre nous. Mais plus jamais tu ne seras seul avec ce poids, papa. Plus jamais. » Théo referma son carnet. « J'aimerais continuer à venir vous voir, monsieur Henri. Pas comme éducateur, mais comme un ami, si vous le voulez bien. » Henri hocha la tête, un sourire paisible illuminant son visage fatigué. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus seul avec son secret. La vérité, enfin libérée, avait créé des liens plus forts que ceux que le mensonge avait brisés. Dehors, le soleil se couchait sur Lyon, teintant le Rhône de reflets dorés. Dans le salon du foyer Saint-Vincent, 3 générations de Dubois étaient enfin réunies, liées par l'amour, le pardon et la compréhension que parfois, les plus grands actes de courage naissent dans l'ombre et se nourrissent de sacrifices silencieux.